Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, les 20 ans de la loi handicap. Dans les transports, à l'école ou au travail, la loi Chirac de 2005 devait tout changer. 20 ans après, les résultats sont loin des ambitions initiales, malgré des progrès. Accessibilité, logement, emploi, à quand les moyens pour l'égalité? La ministre en charge du handicap est dans notre grand débat. Ce soir, l'IA va-t-elle ramollir le cerveau humain? Notre invité franc-parler ce soir est philosophe des sciences et physicien. Il nous dira, à l'heure où le sommet international sur l'IA s'achève, si l'intelligence artificielle nous condamne à devenir des êtres décérébrés. Grand entretien tout à l'heure avec Étienne Klein. Enfin, la question qui fâche ce soir, Richard Ferrand est-il le bon candidat pour présider le Conseil constitutionnel? C'est le choix en tous les cas d'Emmanuel Macron, très critiqué par l'opposition et certains constitutionnalistes. Tir croisé à la fin de cette émission avec nos chroniqueurs. Voilà pour le programme, ça vous regarde, installez-vous. C'est parti. Il y a 20 ans était promulgué l'un des textes majeurs de la Ve République, la grande loi handicap chère à Jacques Chirac, qui devait garantir l'inclusion des personnes handicapées dans toute la société. 2 décennies plus tard, les grands espoirs sont en partie déçus. On est loin du compte à entendre les associations et rien qu'à l'Assemblée, il y a encore beaucoup à faire. Alors pourquoi ce bilan amer? Bonsoir Charlotte Parmentier-Lecocq. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes la ministre en charge de l'autonomie du handicap. Bonsoir Sébastien Pétavy. Bonsoir. Bienvenue à vous, député écologiste de Dordogne, premier député en fauteuil roulant de la Ve République. Vous vous apprêtez à être le co-rapporteur d'une mission d'évaluation justement de cette loi Chirac de 2005 qui va commencer ses travaux ce jeudi. Bonsoir Cynthia Augustin. Bonsoir. Grand plaisir de vous avoir parmi nous. Vous avez 42 ans, vous êtes bardée de diplômes, vous êtes formatrice en français, langue étrangère, le FLE, à qui vous enseignez à des anglophones et avec des germanophones, puisque vous parlez couramment l'anglais et l'allemand. Et cette semaine, ça a attiré notre attention. Le Nouvel Observateur vous a suivi dans votre quotidien parisien et ça a donné un très beau reportage signé Natacha Tatu. Vous souffrez d'une malformation congénitale de la moelle épinière et je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à nous dire ce soir, à commencer à la ministre chargée du handicap. Enfin, bonsoir Arnaud de Broca. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous présidez le collectif handicap au pluriel. Vous aussi, n'hésitez pas à utiliser cette tribune. Avant de vous entendre, tous les 4, merci d'être là. On plante le décor. Où sont les retards et les quelques avancées? C'est dans le récap de Marco Poni. Et bonsoir mon cher Marco. Bonsoir Myriam. Elle a 20 ans, cette loi. Un non-anniversaire, un triste non-anniversaire même selon l'association APF France Handicap qui déplore que la loi de 2005 n'ait jamais atteint ses objectifs. Le compte n'y est pas et il suffisait d'écouter cet après-midi la séance de questions au gouvernement pour le comprendre. Nous ne pouvons que constater que cette journée ne revêt nullement les couleurs de la célébration, mais bien celle d'un retard affligeant dans tous les domaines. Le handicap reste un motif majeur de discrimination. Le résultat est dramatique. La précarité des personnes handicapées est une réalité. Comment ce gouvernement compte-t-il honorer enfin la promesse d'égalité républicaine et surtout avec quels moyens ? Pourtant, il y a 20 ans, l'espoir était permis pour les personnes en situation de handicap avec l'adoption, après l'adoption au Parlement, d'un projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. On rembobine l'histoire avec les mots de Jacques Chirac. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de faire du handicap, qui est une réalité de la vie, une réalité pleinement reconnue par la société. L'ancien président avait un souhait: promouvoir une société plus inclusive avec 3 piliers dans cette loi. D'abord, un droit à la compensation, autrement dit les aides financières, humaines et techniques. Deuxième pilier, l'accessibilité dans les espaces publics, mais aussi les transports. Troisième volet, l'inclusion et la participation pour faciliter la scolarisation des enfants handicapés et l'emploi. Et pourtant,
La France accuse un retard important. Oui, aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes handicapées dans notre pays qui se considèrent parfois comme des citoyens de seconde zone, des discriminations qui perdurent avec un taux de chômage, regardez, 2 fois plus élevé pour les travailleurs handicapés, avec des parcours de combattants aussi en ville. Sur les 2 millions d'établissements recevant du public, 900 000 n'ont toujours pas engager une démarche d'accessibilité. Point noir, les commerces de proximité, les bars ou encore les restaurants. Autre point noir, le logement. Dans la loi de 2005, l'objectif c'était 100% d'accessibilité pour l'habitat neuf, seuil abaissé à 20% en 2018. Quant à l'école, le bilan est un peu plus positif. Aujourd'hui, nous avons 520 000 enfants qui sont scolarisés. On a augmenté par 4 le nombre d'enfants scolarisés. Il reste 80 000 enfants qui ne sont pas scolarisés, Madame la Ministre. Mais 80 000 enfants, c'est beaucoup. Je suis d'accord avec vous, mais on a multiplié par 4, il faut quand même le regarder. Oui. Bref, Myriam, on est tous d'accord, les personnes handicapées ont tous un petit truc en plus, mais pour l'égalité des droits et des chances, il faudrait faire beaucoup plus. Je vous laisse en débattre. Merci beaucoup, Marco Pommier. Alors, avant d'en venir aux statistiques, aux chiffres et au bilan, moi, je vais me tourner vers vous, Cynthia Augustin, parce que ce reportage m'a permis de comprendre qu'en fait, le regard ne changeait pas en France. On a cru avoir un grand élan avec les Paralympiques. Vous racontez à ma consoeur du Nouvel Obs une série de vexations quotidiennes, dans le bus, au restaurant, en permanence, avec votre sœur, on s'adresse à elle alors que vous êtes là. Racontez-nous. En fait, c'est des situations que je vis quasiment quotidiennement, en tout cas très fréquemment. C'est-à-dire que dès que je sors de chez moi, moi qui ai déjà la chance de pouvoir sortir de chez moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, voilà, je me considère un peu en milieu hostile et j'estime que c'est déjà un acte de militantisme. Hostile ? Oui, hostile. Parce que les trottoirs ne sont pas accueillants, parce que les transports en commun, quand bien même ils seraient accessibles, voilà, le chauffeur de bus ne va pas forcément sortir la rampe, même si j'appuie sur le bouton. Je suis obligée de parler fort, de lui demander de le faire, et il finit par le faire, mais par insistance et parce que je l'ai demandé. Le chauffeur de taxi qui refuse de vous prendre alors que vous êtes autonome pour aller sur la banquette arrière. Je fais les transferts toute seule, mon fauteuil est petit, il fait le poids d'une valise de peut-être 10 kilos. Les chauffeurs VTC qui de plus en plus passent devant moi et annulent la course ou me disent très clairement qu'ils ne sont pas censés prendre des gens comme moi parce qu'ils sont responsables de moi. Donc je dois leur rappeler que je suis d'abord responsable de moi avant qu'ils le soient eux-mêmes. Et après qu'ils me sortent un laïus pendant tout le trajet, comme quoi il y a des personnes comme moi, parce que les gens comme vous, bien évidemment, nous sommes un groupe unique et identique, les gens comme vous, parfois après le DVTC, mais ne devraient pas le faire, donc je ne sais pas vraiment de qui il parle. Ce comme vous, il est insupportable, il vous a rongé, vous le racontez dans le reportage. Aujourd'hui, vous ne laissez plus rien passer. Comment on arrive à ne plus les voir, ces regards-là ? Ces regards-là, on arrive à ne plus les voir lorsqu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas à nous, en tout cas, ce n'est pas à moi de dépasser mon handicap, mais c'est à dépasser le regard de l'autre. Cette injonction systématique de devoir dépasser son handicap, faire preuve d'autodérision, pour pouvoir mettre l'autre à l'aise, je ne me sens pas concernée parce que je fais partie de la société, je suis humaine, je suis une concitoyenne et voilà, le handicap n'est pas réservé à une partie de la société qui l'a choisi. Vous avez beaucoup voyagé, oui, c'est différent ailleurs ? Vous le dites dans le reportage. C'est différent ailleurs. Mais je voudrais juste préciser une chose. Allez-y, je vous en prie. Je voulais dire que le handicap, il peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Tout le monde est potentiellement, ou sera peut-être potentiellement demain en situation de handicap par la vieillesse, l'accident, la maladie. C'est juste la vie. Donc voilà, une personne qui a ses lunettes, qui a des lunettes par exemple, on ne lui demande pas d'avoir pour injonction de vie de dépasser ce problème de vue et de voir sans lunettes, contrairement aux personnes en situation de handicap à qui on dit systématiquement qu'on doit dépasser notre handicap, avoir pour objectif de vie de vivre, de devenir valide. Vous parlez même d'une forme d'injonction à l'autodérision, comme si on vous demandait au fond à la société d'en plaisanter ce handicap. On nous demande d'en plaisanter par exemple... Il faut, par exemple, au cinéma, moi, je trouve que... J'ai vu le film, par exemple, d'Artus. Voilà, j'ai trouvé bien, j'ai trouvé drôle. Mais je trouve qu'il manque d'autres films. De films, avec des personnes en situation de handicap, dont le handicap n'est pas forcément le sujet. Et des films dramatiques, des films comiques, des films... Voilà, il faut de tout. Et c'est important, au même titre que les films pour les personnes dites valides, il faut de tout pour que, justement, ce ne soit plus un sujet.
Et tant qu'on sera stigmatisé comme ça, à devoir faire preuve d'autodérision, et que si on ne rigole pas pour mettre l'autre à l'aise, celui qui n'est pas à notre place à l'aise, ça présuppose qu'on a un problème avec notre handicap. Alors que pas forcément, on peut ne pas avoir le sens de l'humour, tout simplement, quoi. Donc, voilà. Cynthia raconte très bien dans ce reportage aussi que c'est pas pareil partout, notamment en Allemagne, à Francfort, vous êtes allé, ou même à Londres ou à New York. Le regard de la France, notre regard n'a pas l'air d'évoluer. Comment on change ça? Est-ce qu'une loi peut changer une société, le regard qu'elle porte sur la différence? Une loi, ça ne suffit pas. Peut-être d'abord dire que le témoignage que fait Cynthia Augustin, c'est un témoignage que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Et quand on entend une maman de petite taille vous expliquer qu'elle ne veut pas aller à l'école chercher son enfant parce qu'elle a peur de le mettre mal à l'aise, quand on voit un étudiant à qui on explique qu'il faut qu'il passe par le local poubelle pour se rendre en amphi, une personne aveugle à qui on dit que son chien, ça ne va pas être possible dans le taxi, c'est juste inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Moi, je n'accepte pas du tout ces situations. Et c'est de la discrimination, en fait. Donc, dans la loi, c'est déjà interdit. Et peut-être qu'il faut qu'on renforce et qu'on durcisse la loi. On va en parler. Et après, il y a aussi les questions d'application de cette loi. Il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir sanctionner véritablement ce type de comportement. Il y a des voies qui existent. Sur une échelle de 1 à 10, Madame la Ministre, vous situez l'application de cette loi d'il y a 20 ans, de 2005. Est-ce que vous pourriez parler d'échec relatif? Ouais, c'est une bonne approche. Moi, je dirais 5. Donc, pas mieux faire. Je vais m'appuyer un peu sur ce que à peine la moyenne. Sur les travaux qu'ont rendus, par exemple, le collectif handicap, les travaux que sont en train de présenter les membres du CNCPH, et puis je pense les travaux qui sont à venir à l'Assemblée nationale que porte Sébastien Pétavy avec Christine Denabour, les travaux qui sont au Sénat, qui ont été présentés cet après-midi, les travaux du CESE, enfin on a énormément de matériaux. Globalement, ce qu'on constate, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait une ambition très très forte en 2005, et qu'aujourd'hui, moi en tout cas, ma perception c'est qu'on est au milieu du gué. Donc on a avancé. Il y a des choses qui ont vraiment avancé, je crois. On va y venir, l'école notamment, mais pas une approche qui est voilà, mais on a encore du chemin à faire. Et ce chemin, c'est pas qu'une loi, mais c'est aussi chacun, on doit avoir une prise de conscience. L'État doit prendre sa part, le gouvernement doit prendre sa part, mais après, c'est toute la société qui doit se bouger. Alors, on va entrer dans le détail. Sébastien Pétavy, c'est quand même intéressant d'avoir votre regard aussi, parce qu'il a fallu attendre presque 20 ans pour avoir le premier élu à l'Assemblée nationale, donc c'est pas rien, c'est long. Qu'est-ce que ça dit de notre société et comment vous évaluez, avant d'avoir commencé vos travaux, cette grande loi? Vous posiez la question de quelle note finalement, et effectivement c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse donner une note globale, parce que dans ce qu'évoquait Cynthia, en fait il n'y a pas un handicap. Et même si on nous prend tous les deux dans une situation en fauteuil roulant, en fait, on n'a pas la même manière de l'utiliser et pas le même quotidien. Donc, en fait, déjà là, on n'aurait certainement pas la même perception. Moi, j'ai la chance, quand je commande un taxi, j'ai l'abonnement avec l'Assemblée. Et puis, je ne précise pas que je suis en fauteuil. Donc, effectivement, quand un taxi arrive, ils ne viennent pas me dire qu'ils ne vont pas me prendre. Ça change beaucoup de choses pour le coup. Mais on voit bien que sur la question de l'emploi, si on prend la question des personnes en fauteuil roulant, les notes sont peut-être assez bonnes. Si on prend la question des personnes malvoyantes, c'est beaucoup moins bon. Et comme ça, on peut regarder, selon le type de handicap, on a des choses qui sont très, très différentes. Il y a la question du coût. Il y a du handicap dans le handicap. Oui, il y a du handicap dans le handicap. Et après, bon, il y a cette question du coût. On vient nous renvoyer cette question-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est juste intolérable. Quand on se retrouve, par exemple, à assister à un conseil municipal et que l'on nous dit que ces travaux-là ne vont pas être engagés parce qu'ils coûtent. Mais il faut que l'on arrive à prendre la mesure du coût, aujourd'hui, du non-respect des droits de l'homme. Parce que c'est de ça dont il est question. Et c'est vrai qu'on parle de la question du regard. Moi, j'en ai absolument marre d'entendre cette question du regard. La seule question, c'est le respect des droits. Et on doit respecter nos droits. Et si le chauffeur de taxi respecte ce qu'il en est et ce qu'il doit faire, si le chauffeur de taxi arrête d'être allergique aux poils de chien et permet de pouvoir prendre quelqu'un de malvoyant avec son chien, par exemple, il y a plein de choses comme ça qui doivent se faire. Dans ce que vous nous dites, on a le sentiment peut-être qu'il faut être un peu plus contraignant.
Avant d'entrer dans les chapitres, on va parler du logement qui reste vraiment un des points noirs. Est-ce qu'il faut sanctionner, contrôler, que ce soit d'ailleurs les espaces au public, les restaurants, on peut lire sur un site internet qu'il y a des toilettes par exemple, et puis il n'y en a pas, les commerces, il y a toute une série de choses qu'on pourrait davantage contrôler. Est-ce que vous êtes pour plus de contraintes? On voit d'application de la loi. En 2005, donc était donné 10 ans pour pouvoir tout mettre accessible. À partir donc de 2013-2014, voyant que ça allait être un petit peu compliqué, donc il y a eu tous les délais. On est arrivé à la fin des délais aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Il y a de l'argent qui a été mis pour aider les commerces à être mis en accessibilité, mais quand je vois moi le préfet chargé du handicap en Dordogne me dit qu'on n'a aucune demande. Il n'y a aucun commerçant qui font les demandes. Quand j'ai eu l'occasion de faire un reportage avec Sud-Ouest à Sarlat et un commerce, parce qu'il y avait une marge de 4 cm, donc la dame a dit, mais en fait, j'ai eu une dérogation, comme c'est dans un vieux bâtiment, et donc elle ne se pose même pas la question de si elle peut mettre une sonnette pour qu'on puisse emmener la rampe, si on peut le rendre accessible à tous les autres handicaps, et on se retrouve aujourd'hui avec les dérogations sèches. Et ce qui est insupportable quand un bâtiment est classé comme celui de l'Assemblée, la question de finalement le patrimoine l'emporte toujours sur l'égalité et le respect des droits. Et tant qu'on ne va pas inverser cette question-là, en fait, on n'avancera pas. Parce que le patrimoine, on n'y touche pas. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. Très bien, bien compris. Alors, on va parler de l'accessibilité pour commencer. On a commencé à le faire. Arnaud Broca, est-ce qu'on peut essayer d'évaluer les choses? Pas toujours évident, hein, d'ailleurs, à la transparence sur les chiffres, les statistiques. J'entendais Claire Hédon, la défenseur des droits aujourd'hui, dire qu'il fallait aller vers plus de données transparentes pour évaluer. C'est la galère toujours pour une personne en situation de handicap pour aller au restaurant, pour se déplacer, ou alors que quand même, pour les grands lieux, je pense au cinéma, au musée, on a fait des progrès. Alors on a certainement fait des progrès, je ne vais pas dire qu'en 20 ans on n'a fait aucun progrès. Par contre les progrès sont évidemment insuffisants, sinon on ne serait pas là pour en débattre. On sait que sur l'accessibilité, alors des établissements recevant du public, donc les commerces, les cinémas que vous citiez, les restaurants, on est à peu près à la moitié de la mise en accessibilité de ces établissements. Les transports alors les transports c'est encore plus compliqué parce que sur les transports, la question de la chaîne de déplacement aussi, c'est pas parce qu'on a une rame de TGV accessible pour un fauteuil, déjà on peut pas voyager à plusieurs, enfin ou parfois si, mais enfin pas vraiment en grand nombre. Seulement les arrêts prioritaires sont soumis aux obligations légales. Alors les arrêts prioritaires, mais à ce jour, il y en a que la moitié, un peu moins, qui sont même accessibles dans les arrêts prioritaires des cars. Donc on est quand même très loin des objectifs. Et puis, au-delà des pourcentages, même quand on dit que c'est accessible, après il faut aussi vérifier parce qu'on connaît notamment les hôtels, mais même les restaurants. Un restaurant peut dire que c'est accessible et en fait quand on s'y présente, on voit bien que ça ne l'est pas. Et accessible, enfin je pense que c'est important de le souligner aussi, la loi de 2005 était là-dessus très, très claire, l'accessibilité c'est tout type de handicap. Et donc c'est aussi alors les rampes, l'accessibilité pour les fauteuils roulants, mais c'est aussi pour les personnes aveugles, les personnes avec un handicap mental. Donc ça pose des questions aussi de formation, de sensibilisation, etc. Donc non, les chiffres sont mauvais. Et ça a été rappelé, il y avait 5 sur 10, vous êtes d'accord à peu près? C'est compliqué pour les tas de raisons évoquées. Moi, je dirais moins, mais après, on peut. Ça dépend des sujets, ça dépend des handicaps, ça dépend de tas de choses. Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, on n'a pas, et dans aucun domaine, respecté les promesses de la loi. Alors c'est particulièrement vrai sur la question de l'accessibilité, et l'accessibilité est quand même l'aspect qui structure une vie d'une personne. Si on ne peut pas aller voir ses amis, si on ne peut pas aller dans un commerce, si on ne peut pas se loger, aller travailler aussi, si on peut pas... Donc on voit bien que si on ne fait pas l'accessibilité, c'est des personnes qui sont sacrifiées. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait la loi de 75, là en fait la loi de 2005. Donc les questions d'accessibilité, elles remontent d'un point de vue légal. Et on n'y est toujours pas. Et pour répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, mais que vous avez posée... Je vous en prie, répondez-y. Nous sommes clairement pour se dire qu'il y a un moment donné, il faut passer à des sanctions. Des contraintes. Ça existe d'ailleurs dans la loi. Après, donc on sanctionne les employeurs?
On sanctionne les entreprises. Oui, alors les employeurs, c'est encore un autre sujet, mais je pense qu'il y a tous les établissements recevant du public, il faut en sanctionner. On ne peut pas se dire, et je pense que c'est d'ailleurs un des problèmes de cette loi, c'est-à-dire que tout le monde dit que c'est une grande loi, et tout le monde dit qu'elle n'est pas appliquée. Et finalement, on dit que c'est quasiment normal. Finalement, on va bien attendre, ça va se faire progressivement, on va attendre des décennies. Pendant ce temps, c'est des gens derrière qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas vivre et qui consacrent. Bien sûr. Je vais vous demander vraiment de répondre à toutes ces questions d'accessibilité, Madame la Ministre, mais Cynthia Augustin, j'ai lu toujours dans ce reportage que rien ne vous exaspérait plus qu'on vous dise mais tu n'as qu'à suivre ce film depuis chez toi ou que cette conférence en Zoom. Ça, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place dans le quotidien de chacun d'entre nous, mais qui pousse, vous, les personnes en situation de handicap, à ne pas sortir de chez vous. Il y a deux choses, c'est que certaines conférences, par exemple, moi je vais dans des conférences, dans des séminaires, j'étais dans une conférence il y a quelques mois ici d'ailleurs, où il y a eu un problème d'accessibilité, donc voilà, ça ne s'est pas très bien passé, mais j'ai quand même pu assister à la conférence. Et ça crée une discrimination aussi intellectuelle et culturelle. Ça veut dire que qui a le droit ou pas d'avoir accès à la connaissance, au loisir et à des choses agréables, à la rencontre aussi vers l'autre. Voilà, celui qui est différent de soi, ça crée des choses comme ça. Et en effet, il y a des conférences, mais ce n'est pas le cas systématiquement non plus, qui sont transmises sur Zoom ou Skype ou en ligne, mais ce n'est pas du tout la même chose que le fait d'être sur place. Donc c'est une facilité et une déviation que je trouve inadmissible. Charlotte Parmentier-Lecocq, sur les transports et sur l'accessibilité au sens plus large, les bars, les restaurants, les commerces, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que la sanction, la contrainte est la solution? Alors clairement, moi, je suis ouverte à ce qu'on étudie la question, parce que j'entends très bien que quand ça fait 50 ans, 20 ans pour la loi 2005, qu'on a mis 10 ans de dérogation, 10 ans de dérogation, il y a un moment, il faut trouver les moyens pour que les choses avancent. Donc ça fait partie des choses qu'on va vraiment clairement étudier. C'est dans les propositions qui arrivent dans les différents bilans dont je parlais tout à l'heure. Après, moi, je crois que... D'abord, c'est vraiment une question de volonté et de détermination. Quand on veut faire les choses, on y parvient. Et souvent, sur les questions d'accessibilité, on commence toujours par dire ça va être trop cher, c'est trop faramineux, etc. Oui, il y a des coûts de transformation qui sont très élevés, mais quand on pense déjà à l'accessibilité en amont, vraiment dès le départ d'une rénovation ou d'une construction, ça réduit bien évidemment l'impact ou le coût de revenir en arrière et de rattraper un peu les choses. Et puis après, cette volonté, elle est aussi nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses. On voit bien, enfin, ça a été rappelé par Sébastien Pétavy, on met parfois des budgets qui ne sont pas utilisés. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'une question financière. Quel budget? Parce qu'on cherche l'argent là en ce moment avec les déficits. Oui, mais par exemple, typiquement sur ce fonds-là dont parlait Sébastien Pétavy, c'est 300 millions d'euros. Il n'y a même pas 3 millions d'euros qui ont été utilisés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge. Sur si ce n'est pas le problème financier, c'est quoi? De la gouvernance. Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on se dit que c'est faisable ou pas faisable? Est-ce qu'on a envie de le faire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de le faire? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de sanctions? Ou est-ce qu'on ne voit pas l'intérêt? Et donc il faut là aussi prendre le taureau par les cornes. Si on ne voit pas l'intérêt de se rendre accessible à tous et de considérer tous les citoyens de façon égale, c'est un vrai problème de société. Donc alors je retiens plus de contraintes, pourquoi pas de la sanction, on verra si ça fait l'objet d'une loi, et peut-être plus d'incitation aussi aux employeurs en amont et il y a des aides. beaucoup de solutions. Je voudrais vraiment juste insister là-dessus, parce que moi je me rends compte qu'il y a plein d'initiatives, plein de solutions, d'innovations qui existent, parce que des gens de bonne volonté ont eu envie de dépasser les obstacles et de faire ces réalisations, mais ce n'est pas toujours très connu des uns ou des autres. Donc il y a aussi à embarquer tout le monde autour de ces solutions. On avance parce qu'il y a beaucoup de sujets. Je voudrais quand même, puisque c'est l'heure du bilan, aborder la question du logement à présent, ou plutôt du mal logement des personnes handicapées. C'est le point noir de la mise en œuvre de cette loi de 2005. Illustration avec ce reportage de Marion Becker. Elle a suivi pour LCP la députée Alma Dufour pour le magazine Circo. Et ce jour-là, elle rencontrait Eric. Regardez. Ce jour-là, Alma Dufour vient rencontrer Eric. Il est handicapé à 80% à la suite d'un accident de la route. Bonjour, vous allez bien? Bien, madame la députée. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci de même, allez-y, passez devant. Merci. Il veut alerter la députée sur son logement. Alors déjà, essayez de lever ce bordel là.
Ouais, c'est chaud. Après, vous êtes comme ça, et si vous allez trop loin, et ben la marche. Et c'est ça qui m'attend. Voilà. Ça, ça c'est du direct. Ah oui, c'est un coup à se tuer, quoi. Et ma douche, là, bah, ça, je crois que c'est le bouquet final. Hein. Faites-moi voir comment vous faites pour prendre une douche, franchement, là-dedans. Là, c'est soi-disant mon siège de secours. D'accord. Siège de secours. Bon, ça, c'est de la merde. Ok. Puis c'est tout petit. Mais ils ont jamais pu d'installer. Et le fauteuil, il passe pas, là. Ah et puis non. la margelle, là, comment je fais? Le bailleur social a bien fait quelques aménagements, mais rien n'est adapté à la situation d'Éric. Allez-y, allez-y, allez-y. Je suis prisonnier de mon canapé et puis de ce truc-là. Le soir, il faut que je tire, il faut que je me débrouille comme ça, à tirer comme ça, à redévelopper ce truc-là pour allonger. Après, préparer mon lit. Ah, parce que vous dormez là? Ouais, parce que c'est le truc qui s'allonge et puis ça fait un lit complet. D'accord, parce qu'il n'y a pas de chambre, c'est un lit. J'ai pas de chambre. Ok, d'accord. Et moi, normalement, je devrais avoir une chambre. Bah oui. Bon, c'est là qu'ils m'ont avoué qu'ils mettraient de toute façon jamais au PMR parce que c'est trop vieux. Ils refusent de le mettre aux normes, quoi. Ils veulent pas. Au début, on va tout vous refaire et maintenant, c'est hors de question. Parce que moi, dès le départ, s'ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas faire les travaux par rapport à mon dossier, jamais j'aurais pris ce logement. Alors, je me suis retrouvé prisonnier de leurs promesses, qu'ils n'ont jamais tenues. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, seulement 18% des logements sociaux seraient accessibles aux personnes en situation de handicap. Sébastien Pétavy, je vous ai vu très attentif. Les bailleurs sociaux n'ont pas les mains liées par cette loi, normalement? Il y a, mais déjà, quand on construit un logement accessible, il y a un cahier des charges. Mais pour les architectes et tous les entrepreneurs, ils ne comprennent pas ce cahier des charges. Donc quand on a, par exemple, un seuil de porte jusqu'à 2 cm, ils mettent 2 cm. Sauf que 2 cm pour un fauteuil, pour nos roues, en fait, c'est un obstacle. Et on peut ne pas rentrer ou sortir de son logement. Donc il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y a quand même une très très grande histoire au niveau de la formation et de la manière dont on arrive à comprendre. Mais là, ce que vous nous décrivez, c'est un peu kafkaïen, c'est-à-dire qu'il y a des obligations et elles sont mal remplies et donc ça devient complètement inefficace et contre-productif. Il y a, par exemple, la question d'un interrupteur peut être entre 1,10 m et 1,40 m. Il y en a qui vont le mettre à 1,40 m. Mais quand on est tétraplégique, on n'a pas la force pour arriver à allumer ou éteindre son interrupteur. Donc il y a des choses comme ça qui posent problème. Mais sur le neuf, normalement, la loi de 2005, elle doit obligatoirement rendre le logement adapté, accessible. Sur l'ancien, est-ce qu'il faudrait faire la même chose et où est-ce qu'on en est? Alors la loi de 2005, mais pas la loi de 2018. Oui, alors expliquez-nous. La loi de 2018 est revenue. Ce que vous disiez en introduction, c'est que la loi de 2018, dite loi Elan, 20% seulement, a réduit à 20% le nombre de logements accessibles, les autres devant être adaptables. Une notion un peu trop floue et qui nécessite quand même des coûts substantiels pour rendre le logement accessible. Donc de toute manière, la loi de 2005 et encore plus la loi de 2018 ne concerne que le logement neuf. Et c'est une des grandes difficultés. C'est encore trop lent dans le neuf. Alors, dans le neuf, c'est trop lent dans le neuf puisqu'on est passé à 20%, et dans l'existant, c'est pas fait. Et ça pose des tas de questions, alors de formation des architectes, des professions du bâtiment. Ça pose des questions aussi de relations avec les copropriétés. Quand on veut faire aménager son logement, l'entrée, si les copropriétés sont contre, ça pose des tas de questions. Donc il y a énormément de questions sur le logement. Alors on va faire réagir la ministre. Qui ne sont évidemment pas réglées. Madame la ministre, sur le logement. Oui, tout a été dit. Il y a encore beaucoup de situations qui sont très compliquées et qui ne sont pas réglées. Il y a des dispositifs comme par exemple MaPrimeAdapt qui sont des dispositifs d'appui financier pour venir faire les aménagements qui sont prévus. Mais bon, de façon globale, l'accès au logement est très compliqué pour les Français aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment d'offres de logement et d'offres de logement social. Et donc à plus fort titre pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc Vous êtes aux manettes. Oui, alors ce que l'on fait là, ce qui est lancé, c'est une mission d'évaluation de cette fameuse loi Elan pour voir ce qu'elle produit, puisque dans l'esprit, il y avait ces 20% de logements directement accessibles et ensuite 80% qui devaient être adaptables. Donc le but, c'est de regarder maintenant, est-ce que le adaptable est vraiment adaptable? Donc on est encore sur la question des contraintes et des moyens de faire appliquer le texte. Est déséquilibré, et donc c'est d'évaluer ça, et à partir de cette évaluation, de voir comment est-ce qu'on corrige le tir. Un mot, Cynthia Augustin, sur les logements, puis ensuite je voudrais vous interroger sur l'emploi. Toujours dans ce reportage, alors là c'est édifiant, les ascenseurs, ça c'est quelque chose. Racontez-nous. Alors il y a 2 ans, en fait, mon bailleur social a décidé de refaire les ascenseurs, notamment celui de mon immeuble. J'habite au 5e étage. Il faut savoir qu'avant d'être en fauteuil roulant,
bien que je sois née handicapée, j'étais avec des béquilles. Donc voilà, je n'avais pas, la loi de toute façon n'existait pas et donc j'habite au 5e étage. Donc mon bailleur social a bloqué l'ascenseur pendant minimum 15 semaines et a chargé une entreprise de débarrassage de déchets et non une entreprise d'aide à la personne spécialisée, homologuée, certifiée. Pour que vous puissiez être porté dans les escaliers. Voilà, exactement, pour aider les personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant ou voilà, qui ont des difficultés à marcher dans les escaliers. Cette entreprise n'est pas homologuée, cette entreprise n'est pas habilitée à le faire, mais est censée débarrasser des gros déchets. Donc déjà, on voit la simulation qui est quand même très désagréable. Et voilà. Et donc finalement, il est arrivé ce qui devait arriver. Ils m'ont fait tomber dans les escaliers. Je suis actuellement en procédure contre cette entreprise et mon bailleur parce que apparemment, c'est moi qui dois avoir un problème de ne pas trouver ça correct, quoi. Allez, on aimerait évidemment rester plus longtemps et on vous souhaite que cette procédure aboutisse en votre faveur, bien évidemment. Je voudrais qu'on parle de l'emploi. Sébastien Pétavy, 39% de taux d'emploi contre 68% en population générale. Ça reste très discriminant en France d'avoir un handicap pour trouver un travail. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous savez, on avait l'année dernière un texte sur l'emploi et sur France Travail et on pouvait repérer les freins justement à l'accès à l'emploi. Et dans les freins à l'accès à l'emploi, il y a le logement, il y a le transport, il y a la santé. Donc si nous n'avons pas, et là on a pu le voir dans tous les sujets que l'on a évoqués, si déjà on ne peut pas aller sur son lieu de travail, si on ne peut pas être logé à proximité, bah forcément ça vient compliquer les choses. Il y avait une obligation légale pour les entreprises de plus de 20 salariés, c'était d'employer au moins 6% de personnes handicapées. On est dans le privé à 3,5 et dans le public à 5,6, donc on n'y est pas. On n'y est toujours pas, Madame la Ministre. On est dans des objectifs légaux qui ne sont pas atteints. Donc on se pose la question toujours la même. Faut-il sanctionner les chefs d'entreprise, les entreprises elles-mêmes et de combien précisément ? Oui, mais clairement, de toute façon, ces sanctions-là sont effectivement appliquées. Et par ailleurs, c'est aussi des moyens d'accompagnement des personnes en situation de handicap qui ont permis, je dirais, qu'on commence à avancer sur ce sujet. Depuis 2017, vraiment, on voit reculer le chômage des personnes en situation de handicap. Donc, il y a une dynamique qui est lancée. On a l'impression que les entreprises préfèrent payer des amendes. Alors, ça peut être clairement le cas de parfois certains employeurs qui, pour eux, ont l'impression d'être devant une montagne ou une grande complexité. Il y a aussi des employeurs qui, de bonne foi, nous expliquent qu'ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et c'est à nous d'apporter des ressources, une organisation plus fine, plus adaptée. C'est ce qu'on est en train de faire avec France Travail, avec les Cap Emploi, des teams handicap maintenant au sein de ces structures qui viennent vraiment beaucoup plus dans l'aller vers les entreprises et qui accompagnent mieux l'employeur dans son recrutement. Mais il y a encore aussi beaucoup de choses à faire. L'emploi accompagné, par exemple, est un très bon outil pour permettre vraiment de trouver toutes les solutions qu'il peut y avoir de blocage au fur et à mesure pour la personne. Cet emploi accompagné, vous voyez, on a les fonds pour pouvoir accompagner 30 000 postes, on n'en accompagne que 10 000. Donc pourquoi on s'est rendu compte que c'est hyper là encore, il y a un problème Donc il y a des solutions qu'il faut qu'on continue à chercher. Alors, très rapidement, parce que le temps file, Sébastien Pétavy, Arnaud Broca, sur ces questions d'emploi. Sur la question de l'emploi, on voit sur la question du nombre de personnes qui sont en situation de handicap, qui cherchent un emploi, là on s'améliore. Mais le nombre de personnes qui sont en travail et qui se retrouvent soudainement en situation de handicap, la plupart du temps se retrouvent en invalidité et quittent leur poste. Et donc on voit qu'aujourd'hui, le travail a du mal à s'adapter. Je voudrais qu'on termine, Arnaud Broca, je suis désolée, mais on est obligé de passer les sujets, on essaye de faire le bilan sur l'école. Alors, c'est pas si mauvais l'école, ça avance, grâce notamment aux fameuses AESH, ces accompagnantes, mais qui ne sont pas encore très, très reconnues d'un point de vue salarial. On en manque. Le point noir, c'est l'enseignement supérieur. 2% seulement d'étudiants à l'université en situation de handicap. 2%. Comment l'expliquer? Sur les 12 millions de personnes, 2%. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le seul point noir sur l'éducation. Ça s'est certes amélioré, mais là encore, il faudrait réfléchir plus sur la qualité de l'accompagnement. On sait qu'il y a effectivement des AESH alors dont le statut est très précaire, mais qui peuvent accompagner des enfants handicapés, mais pas à temps complet. On sait, c'était dit aussi dans le reportage en introduction, que beaucoup d'enfants handicapés ne vont pas à l'école.
Donc la situation est loin, s'est améliorée certes, mais on est loin encore de l'inscription de tout enfant handicapé à l'école de son quartier. C'était la promesse, une des promesses de la loi, avec les valides. de la loi de 2005. Et effectivement, ça se reproduit, ça continue après dans les études supérieures avec les mêmes discriminations. Merci et pardon de vous demander d'aller vite. C'est la fin de ce débat. Cynthia, Augustin, je vais vous laisser le mot de la fin. Je sais que vous n'avez pas trop aimé d'ailleurs vos études dans des établissements spécialisés en matière d'école. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à la ministre pour conclure ce débat que vous avez à votre disposition ce soir? Donc, écoutez, je suis déjà ravie de vous rencontrer et je voulais vous savoir en fait, voilà, quels sont vos objectifs et vos possibilités pour changer la communication et aussi la linguistique, parce que ça passe aussi par là. Le fait de changer, voilà, le langage. Le langage, voilà. Les mots. Les mots par rapport, lorsqu'on parle de personnes en situation de handicap, de bien définir que la situation de handicap, c'est l'environnement, ce n'est plus la personne qui est le problème, mais c'est son environnement. Voilà, par exemple, voilà, changer le regard, qu'on ne voit plus les personnes en situation de handicap comme un fardeau. Quand on va au restaurant, par exemple, oh mince, non, au contraire, qu'on soit content, parce que c'est quand même une manne financière aussi, au même titre que les autres. Madame la ministre, en changeant peut-être les mots, on commencera à changer la société et le regard. C'est le mot de la fin. Je vous laisse terminer. Il y a de ça, changer les mots, changer le regard, ne rien accepter, ne rien laisser passer de ce qui est inacceptable, comme tout ce qui a pu être... Et puis être complètement déterminé. Et si je veux terminer un peu sur une note positive, vraiment, je pense qu'on est à un moment un peu charnière. J'ai envie de dire, il y a une dynamique. Enfin, il y a vraiment des travaux importants qui sont en train d'être faits. Le Parlement, même s'il traverse des censures et des non-censures actuellement, arrive quand même sur le champ du handicap à trouver des voies de passage et des voies de consensus. Donc vous êtes optimiste? Donc je pense qu'on a les possibilités, les moyens maintenant pour pouvoir avancer et se redonner une nouvelle ambition. C'est dit. Et je peux vous dire que les associations vont vous prendre au mot. En tout cas, c'est mon Je vous dis à bientôt. Merci pour ce tour d'horizon, 20 ans après cette grande loi Chirac. Et bonsoir à vous, Étienne Klein. Bonsoir. Grand plaisir de vous avoir comme invité franc-parler dans un instant, philosophe des sciences, physicien. On va évoquer avec vous l'intelligence artificielle atout ou menace sur nos cerveaux. L'IA nous condamne-t-elle à devenir des êtres décérébrés? L'invitation d'Hélène Bonduel. Interview juste après. Si on vous invite, Étienne Klein, vous le physicien et philosophe des sciences, c'est pour avoir votre éclairage sur cette course effrénée à l'intelligence artificielle, dans laquelle, avec 109 milliards d'euros d'investissement annoncés, la France entend bien prendre sa part. Nous, en tant que Français européens, on veut accélérer et on veut réduire l'écart. C'est ce qu'on est en train de faire. On veut prendre des textes, prendre des mesures pour aller de plus en plus vite. De la Silicon Valley à Pékin, l'intelligence artificielle est devenue un enjeu de pouvoir. À peine investi, Donald Trump s'entoure de 3 géants des nouvelles technologies. Le spécialiste du cloud, Oracle, celui de la start-up OpenAI et le japonais SoftBank pour annoncer son nouveau projet de mastodonte de l'intelligence artificielle. Une nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA et qui sera mise en place très rapidement en créant plus de 100 000 emplois américains presque immédiatement. Dans le bras de fer sino-américain, le chinois DeepSeek entend bien concurrencer le leader de l'intelligence générative, ChatGPT. Une chose est sûre, l'IA, l'homme ne pourra pas y échapper. Vous et moi, nous ne pouvons plus vivre sans notre téléphone. Je pense que ce sera la même chose avec l'IA et les robots pour la prochaine génération. La vie quotidienne sera étroitement liée à des modèles d'IA, d'une façon ou d'une autre. Alors, Étienne Klein, dans ce monde où il faudra choisir quel compagnonnage on veut avec la machine, quelle place pour l'humain ? Et bienvenue sur ce plateau est Étienne Klein. Alors l'intelligence artificielle est déjà là et elle le sera encore plus demain. Comment vous la regardez? Comment le philosophe des sciences que vous êtes regarde ça, son déploiement plus globalement dans nos vies quotidiennes? Est-ce que vous êtes inquiet? Alors au début, je la regardais de loin parce que le mot intelligence dans intelligence artificielle, c'est le mot anglais.
intelligence qui désigne le traitement des données, la gestion de l'information. C'est pas la même chose que l'intelligence en français, qui comprend le discernement, la capacité à argumenter. On aurait dû choisir un autre mot ? Distinguer le vrai du faux, etc. Et puis les progrès de l'IA sont tels que on voit bien que l'intelligence artificielle, quand on dialogue avec elle, par exemple avec ChatGPT, nous répond comme si elle était intelligente. Elle n'est pas intelligente, mais elle produit, par exemple, des phrases qui, pour nous, sont intelligentes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est obligé de s'y intéresser. C'est comparable à quel type d'ampleur, de révolution technologique? On parle de la machine à vapeur, de l'électricité, de l'imprimerie. La vitesse, je pense que c'est inédit. Regardez comment on s'est approprié tous ChatGPT, qu'on soit collégien, lycéen, professionnel, dans des domaines intellectuels ou pas. Et donc c'est une vitesse qui est fulgurante et qui, à mon avis, n'a pas de précédent. Je pense que c'est une sorte de rupture anthropologique. Le fait que des machines qui ne comprennent rien à rien, qui sont asémantiques, puissent produire des phrases ou des images qui ont un sens pour nous, c'est quand même quelque chose que tout le monde n'avait pas prédit. Oui, ces fameux modèles, large langage. LLM. C'est clair que ça ne fait pas que synthétiser, ça ne fait pas que compiler des données. L'IA, ça crée. Ça crée du texte, ça crée des récits, ça crée des images nouvelles à partir d'existants. Et donc, on s'en sert beaucoup, les collégiens font leur dissertation avec, on peut l'utiliser pour traduire n'importe quoi dans n'importe quelle langue, et ça va très vite, vous l'avez dit. La crainte, c'est qu'on ne fasse plus marcher sa tête. Est-ce que vous l'avez aussi, cette crainte, qu'au fond, le travail intellectuel soit moins nécessaire? Déjà, bientôt, on aura à disposition plus de textes écrits par des machines que par des humains. C'est quand même nouveau, ça. Et quelle confiance on peut leur accorder, sachant que l'IA n'est pas capable de distinguer le vrai du faux, on l'a dit. Ensuite, il y a des tâches qu'on peut déléguer aux machines. En les déléguant, on risque de démuscler nos cerveaux. Démuscler, ça veut dire quoi? Démuscler, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perdra? Par exemple, calculer, écrire proprement. L'orthographe L'orthographe, on pourrait les abandonner pour les confier aux machines. Et puis surtout, ces machines sont très conviviales. Vous leur parlez en langue naturelle, elles vous répondent en langue naturelle. On peut les utiliser de façon efficace sans rien comprendre à ce qu'elles font. Et ça, c'est quelque chose que les philosophes des Lumières n'avaient pas du tout imaginé. Eux, ils pensaient que la technique, les objets techniques, quand ils s'implantent dans la société, deviennent vecteurs de connaissances scientifiques. Par exemple, si on explique aux gens comment marche un télescope, comment on peut imprimer... Ça nous rend plus intelligents. Alors, on comprend les sciences qui ont rendu ces objets techniques possibles. Mais avec l'IA, on voit que c'est pas vrai. C'est même vrai déjà avec nos téléphones. On les utilise... On délègue même la compréhension. Ils sont tellement conviviaux qu'on peut les utiliser parfaitement sans rien comprendre à leur fonctionnement. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que la technologie, quand elle devient aussi efficace, nous éloigne de la science. Est-ce que vous pensez que ça peut nous amoindrir nos capacités de raisonnement? Elle n'argumente pas, l'IA. Donc tout est basé sur la confiance. Elle n'est pas capable de dire pourquoi elle vous propose tel avis plutôt que tel autre. Or, l'intelligence, c'est aussi la capacité à démontrer ce par quoi on est intelligent. Oui. Et donc la confiance, si on la perd, on va être très embarrassé sur la bonne façon d'utiliser. C'est ça. Toute la question, c'est est-ce qu'on va l'utiliser intelligemment ou pas, avec les bons garde-fous? Notre cerveau, il a tendance à déclarer vrai les informations, les idées qu'il aime. Oui. Donc ça nous enferme. Donc, quand ça nous enferme dans des espèces de chez-soi idéologiques, on va constamment recevoir des biais de confirmation de ce qu'on pense déjà. Mais c'est déjà le cas avec les réseaux sociaux, pas besoin de l'IA. Oui. 2 pionniers de l'IA ont reçu le prix Nobel de physique. Horrible. En 2024. Horrible. Pour leurs travaux, on va quand même les nommer, sur les réseaux de neurones. En voilà encore un autre mot. Artificiel, j'y venais. L'apprentissage automatique par la machine, c'est l'Américain John Hopfield et le Britannico-Canadien Geoffrey, il s'appelle, je ne sais plus comment son deuxième nom, pardonnez-moi. Hinton, pardonnez-moi, je ne l'avais pas noté. Neurones artificiels. Mais oui, ça veut dire quoi? En fait, ils ont participé au développement de l'IA contemporaine dont on parle aujourd'hui. Et ils ne sont pas vraiment physiciens, c'est ça qui a un peu déplu aux physiciens. Parce que quel est le message? Est-ce que le message, c'est qu'il faut donner le prix Nobel à ceux qui ont conçu ces systèmes qui permettent d'analyser des données et qu'on utilise en physique? Ou bien est-ce que ça veut dire que bientôt les physiciens seront déclassés par des machines? C'est ça. Que les machines feront mieux de la physique que les physiciens. Mais alors comment est-ce que la physique sera demain faite par l'IA? Non, regardez. La science IA plus forte que les scientifiques? Mais moi, je ne crois pas, parce que regardez la physique moderne, celle qui est née au XVIIe siècle avec Galilée. C'est une physique qui énonce des lois qui sont contradictoires avec les données dont on dispose. Quand Galilée dit tous les corps tomberaient à la même vitesse s'ils tombaient dans le vide,
Il n'a pas de données. À l'époque, on ne sait pas faire le vide, on pense qu'il n'existe pas. Et donc, c'est par une expérience de pensée qu'il arrive à ce résultat. De même, quand Einstein écrit les équations de la relativité générale en 1915, il n'a pas vraiment de données sur l'univers. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. Donc l'intelligence a encore une longueur d'avance humaine. Mais oui, parce que notre intelligence est capable d'esprit critique. Elle est capable de poser des questions. Qu'est-ce qui se passerait si? Et l'IA répond aux problèmes qu'on lui pose, mais elle est incapable, pour l'instant en tout cas, de poser elle-même des problèmes. Donc je pense qu'on a une longueur d'avance et on devrait plutôt l'appeler intelligence autre que intelligence artificielle. Bon, on va la garder. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle bat déjà l'intelligence humaine, par exemple sur les diagnostics médicaux. Oui, sur plein de choses. On peut en être fier de ça déjà? Alors on peut être fier. Mais moi je vois chez mes étudiants ingénieurs que ça crée ce que Günther Anders, un philosophe, appelait une honte probétéenne. C'est-à-dire que l'ingénieur se sent un peu dépassé par la technologie qu'il est censé maîtriser. Et donc, il doit courir après les progrès de la technologie et ils ne sont pas toujours très compétents. Alors qu'il en est à l'origine. Alors qu'il en est à l'origine. C'est ça la le machine paradoxe. qui dépasse le maître. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ça? On est obligé de courir, alors qu'autrefois, l'ingénieur était maître du rythme de la technologie. C'est lui qui la concevait. Et elle n'était pas capable de lui donner des surprises aussi colossales que celles que donne l'IA aujourd'hui. C'est assez vertigineux. L'IA, ce sont aussi des images. Et notre président de la République n'a pas hésité à s'en amuser pour vanter les mérites du sommet international. Regardez. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ce en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Bon, voilà, ça a été un grand succès puisque tout l'écosystème de la tech était là avec des centaines de milliards à la clé. Mais ce qu'on voit là, ça fait rigoler parce qu'on commence à s'habituer à ces images. On arrive à les distinguer, mais demain... Il y a une puissance de manipulation incroyable. Incroyable. Demain, on n'y arrivera plus du tout. Quelques années, j'avais fait un canular. J'avais passé une tranche de chorizo pour une étoile. On l'a retrouvée. Voilà. On va la voir, cette tranche au gros plan. Je ne le ferai plus parce qu'aujourd'hui, la distinction entre le vrai et le faux est tellement poreuse que le canular, il est presque le voilà, impossible ça à c'est le détecter. canular, c'est le chorizo en gros plan, et c'était au même moment qu'il y avait ce fameux nouveau télescope James Webb. Alors j'avais fait croire que c'était une image prise par ce télescope de l'étoile la plus proche du système solaire, qui est Proxima du Centaure, qui est quand même à 4 années-lumière. Hein. Donc laissez penser qu'on pourrait la voir aussi nettement. Et donc vous en tirez comme enseignement quoi? Vous le referez plus vraiment blaguer quoi. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux? Oui, parce que les images sont une puissance de manipulation. On peut faire croire qu'une personne politique, par exemple, a dit des choses qu'elle n'a jamais dites, avec un mouvement des lèvres qui correspond aux phrases qu'elle dit, et avec aussi sa voix. Donc on voit le danger que ça représente pour la manipulation des opinions. Notre cerveau n'aura pas forcément le temps. Mais l'IA permet de faire des choses incroyables. C'est ça qui est ambigu, c'est que on voit les effets négatifs qu'elle contient de façon presque systémique, et en même temps, elle permet de faire des choses dans le domaine de la santé qui sont incroyables. Extraordinaires. On avait un professeur ici vendredi qui nous disait que, notamment sur le cancer, un jour ou l'autre, grâce à l'IA, on en viendrait à bout. Dernière question, vous avez entendu Sam Altman de ChatGPT, le patron de Google aussi, Sundar Pichai, expliquer, attention, la régulation, notre régulation européenne, ça peut être un frein à l'innovation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'en fait, un ingénieur, en général, il sait ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. Quand on invente quelque chose, on ne sait pas quel usage en sera fait par le public, par exemple, si on répand le produit en question dans la société. Et donc, avant de réguler, il faut quand même savoir de quoi on parle et innover. On a mis les limites éthiques trop tôt en Europe. La question, c'est est-ce qu'on doit réguler en amont ou est-ce qu'on doit réguler en aval? Réponse. Eh bien, je pense qu'il faut faire du cas par cas, que c'est pas simple du tout, mais qu'on ne peut pas brider une évolution, une innovation d'emblée sans savoir ou sans avoir réfléchi
aux usages qu'on pourrait en faire. C'est absolument passionnant de vous écouter. Je suis prudent. On s'arrête là et j'en suis frustrée. Mais je vous dis à bientôt, Étienne Klein. Merci infiniment d'être passé par le plateau d'LCP. On va terminer par la question qui fâche et elle nous concerne directement puisque les députés vont devoir se prononcer. Elle concerne plus exactement un ancien président, ici même à l'Assemblée. Regardez, c'est signé Baptiste Gargui-Chartier. Son nom circulait depuis quelques semaines et dès hier soir, Emmanuel Macron met fin au suspense. Richard Ferrand, proposé à la tête du Conseil constitutionnel, annonce qui suscite le débat immédiat à droite comme à gauche. Monsieur Ferrand n'a aucune compétence pour accéder à cette présidence. Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite de la vie politique. Très serein par rapport à cette décision, je pense que c'est une bonne décision, elle est cohérente. Richard Ferrand, un fidèle parmi les fidèles du président, à tel point que le Breton était pressenti il y a quelques mois pour Matignon. À l'Élysée, on met en avant sa qualité d'ancien président de l'Assemblée. Ce fut le cas aussi pour Jean-Louis Debré, nommé en 2007 ou encore en 2016 avec Laurent Fabius. Mais Richard Ferrand ne fait pas consensus. Certains juristes enfoncent même le clou dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. La nomination envisagée de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel éclaire le peu de considération d'une partie de notre classe politique à l'égard de cette institution. Alors faut-il nommer un juriste à la tête de l'institution? Là encore, débat. Je pense que ce type de poste devrait aller à des personnes qui ont des qualifications de juristes. On dit il ne faudrait que des juristes au Conseil constitutionnel. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un juriste? Est-ce que c'est exclusivement un professeur de droit constitutionnel? Je ne le pense pas. Alors ce soir, la question qui fâche, la voici. Richard Ferrand est-il le bon candidat pour présider le Conseil constitutionnel? Et pour répondre à cette question, face à face ce soir entre Benjamin Morel, bonsoir, constitutionnaliste bien fidèle à notre émission, et Erwan Balanant, bonsoir. Bonsoir, député, aussi fidèle. Tout à fait, j'y venais, Modem du Finistère. Réponse, je commence avec vous Benjamin Morel. Ferrand est-il le bon candidat? Je ne pense pas qu'il le soit. Et attention, je veux bien être compris, ce n'est pas une attaque contre la personne de Richard Ferrand. Il a été un bon président de l'Assemblée nationale et certes, la question des affaires plane, mais quelqu'un qui a vu ses affaires prescrites est considéré comme étant innocent. C'est là aussi une base de l'état de droit. Le danger en la matière, il est double. D'abord, on n'a quand même jamais eu aussi peu de juristes au Conseil constitutionnel. Les vrais juristes, il n'y en a que 2. Et par ailleurs, eh bien, même s'il ne faut pas que des profs de droit au Conseil constitutionnel, ça j'en suis fondamentalement d'accord, et on peut avoir des politiques au Conseil constitutionnel, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il y a forcément un diplôme en droit à avoir, il faut quand même une expérience juridique. On cite beaucoup Jean-Louis Debré, par exemple. Jean-Louis Debré, il était docteur en droit et magistrat. Donc il y a malgré tout un poids. Ça, c'est pour des raisons structurelles. Alors, Richard Ferrand n'est pas juriste. Vous répondez. Pour présider le Conseil. Cette question-là, pour moi, c'est pas une bonne question. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a été 10 ans parlementaire, président de l'Assemblée, on a une vision de la politique, de la chose politique, des valeurs de notre Constitution. Et ça, c'est aussi important. Et des juristes, il y en a peut-être plus que 2, mais il va y en avoir 2 supplémentaires qui sont M. Philippe Bas et Mme Laurence Vichnievsky, qui sont des gens qui, pour le coup, maîtrisent parfaitement notre Constitution, l'état de droit, le code pénal. Voilà, M. Bas a été président de la commission des lois au Sénat pendant très longtemps. Voilà. Mme Vichnievsky est magistrate. Et Laurence Vichnievsky, vice-présidente de la commission des lois dans le premier mandat, et quelqu'un qui... Quand on regarde les nominations d'Emmanuel Macron, elles sont toutes politiques. Alors pour Jacqueline Emmanuel Gouraud, Macron, M. Mézard et maintenant Richard Ferrand. Ça a plutôt été à chaque fois une tradition des présidents de nommer des personnes politiques. François Hollande a nommé M. Fabius. M. Fabius n'avait pas non plus une expérience de juriste, à part son expérience politique de Premier ministre, de président lui aussi de l'Assemblée. Je crois que c'est l'intérêt du Conseil constitutionnel qui fonctionne par strate. C'est 3 à chaque fois, ce qui fait qu'on arrive à des équilibres et à quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et moi, sur cette personnalité de Richard Ferrand, si des gens ne l'aiment pas dans les oppositions, dont acte. Mais lui faire ce procès d'illégitimité, je crois qu'il faut aller chercher d'autres arguments. Autre argument, alors? Moi, ma crainte, et d'ailleurs on en débattait un petit peu tout à l'heure quant au contexte, mais ma crainte, elle est surtout
une situation conjoncturelle, mais qui est beaucoup plus importante au fond. On n'a jamais eu autant d'attaques contre l'état de droit. Or, vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme a pris une décision en 1970 où elle considère que ce qui compte, ce n'est pas seulement l'impartialité du juge. Et je ne fais pas de procès d'intention sur le fait que Richard Ferrand ne serait pas impartial, mais c'est également l'apparence de l'impartialité, ce qu'on appelle en droit la théorie des apparences. Aujourd'hui, on a une vraie contestation de l'état de droit. Vous faites référence à quoi, là, pour Richard Ferrand? À son affaire sur les mutuelles de Bretagne? C'est quelque chose qui peut revenir dans l'opinion, même si, encore une fois, ce n'est pas un procès qui est légitime et qui lui serait fait. Il y a également la proximité avec le chef de l'État. On a bientôt une QPC qui... C'est très proche du chef de l'État, il ne s'en cache pas. Voilà. On va bientôt avoir une QPC qui va être tranchée, qui pourra intéresser l'avenir de Marine Le Pen. Question prioritaire de... Question prioritaire de constitutionnalité sur l'éligibilité à titre provisoire. Pas sur Marine Le Pen, mais en tout cas sur l'éligibilité à titre provisoire, ce qui peut la toucher. Et donc, dans ce cadre-là, si vous avez Richard Ferrand qui fait cette annonce et qui dit, par exemple, c'est défavorable à Marine Le Pen, qu'est-ce qui va se passer dans une grande partie de l'opinion? Dans une grande partie de l'opinion, on va dire, écoutez, c'est Emmanuel Macron qui ne veut pas que Richard Ferrand se présente. Ce ne sera probablement pas le cas. Et vous allez peut-être m'inviter sur votre plateau et je vous démontrerai en droit la décision. C'est important cet argument-là. Sur l'inéligibilité, la question prioritaire de constitutionnalité, les apparences, c'est vrai que cette décision, elle va être fondamentale sur le caractère exécutoire qui aura des conséquences politiques pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez? Je comprends, mais justement, et c'est surprenant de la part de M. Morel, que je connais bien et qui est constitutionnaliste, la question, c'est est-ce qu'il y a une légitimité en droit? Non. Et les apparences, on en aura toujours, puisque politiquement, effectivement, chacun a un parcours. Monsieur Fabius a été président du Conseil constitutionnel. Il avait un parcours politique, il avait un certain nombre de décisions qui avaient été prises. Rappelez-vous, quand il a été nommé, on a critiqué, on a rappelé la question du scandale du sang contaminé. Et pourtant, le contexte n'est pas différent. Oui, mais justement, le contexte, il est, et ça, on se rejoint complètement, une remise en cause permanente, systématique d'un certain nombre de personnes et d'un certain nombre de radicalités de l'état de droit. Et l'état de droit, ce sont des règles. Notre Conseil constitutionnel a des règles. On a une constitution qui est ce qu'elle est et qui est solide avec quelques défauts et quelques problèmes. Et il y a le sujet de l'article 11 sur lequel moi j'ai quelques craintes. Alors on ne va peut-être pas rentrer dans un débat théorique là-dessus, mais on a des sujets. Et c'est cette remise en cause permanente qui fait qu'à un moment donné, cette apparence, la théorie de l'apparence, effectivement, est problématique. Mais sur le fond, je rappelle que d'abord, il n'a pas été encore, il est proposé à la nomination. On le saura le 19 février, le Parlement si cette majorité qualifiée en commission des lois, c'est pas gagné. Le Parlement dispose. Et on peut parfaitement, effectivement, dans la souveraineté du Parlement, avoir une décision différente. C'est important de le préciser. Effectivement, séparation des pouvoirs, c'est une nomination qui doit être validée à une large majorité par les parlementaires. Benjamin Morel. Invalidé à une large majorité. Voilà. On a inventé un truc en 2008 pour que ça ne puisse pas vraiment arriver, même c'est déjà arrivé. Boris Ravignon, qui avait été envoyé à l'ADEME, donc c'est en effet possible. Mais la légitimité juridique plus importante que la politique. Oui, mais c'est quoi une révolution en droit? Une révolution, c'est quand on cesse de croire que la Constitution est la Constitution. Le droit, c'est fiduciaire. Le droit, ça existe parce qu'on y croit. Ce qui différencie une Constitution d'un texte lambda, c'est parce qu'on croit que ça régule nos rapports. Et ça repose sur la confiance et sur l'adhésion. On n'a jamais eu aujourd'hui à la fois une constitution aussi interprétable, tout bêtement parce qu'en période de crise politique, on réinterprète tout. Et là, vous évoquez l'article 11, en effet, ça peut être un enjeu demain. Et des institutions aussi fragiles. Si vous avez des institutions qui sont contestées, si une partie de l'opinion juge que quand le Conseil constitutionnel parle de l'état de droit, il est dans une démarche politique, il y a un risque de cassage. Si demain, vous avez un leader populiste qui arrive à l'Élysée et qui dit « Écoutez, moi, je fais passer, par exemple, ma grande loi sur l'immigration par référendum », qu'est-ce qu'il fait, Richard Ferrand? Soit il s'oppose, il dit « Écoutez, moi, au nom de l'état de droit, je vous dis non ». Mais dans ce cas, qui êtes-vous pour me dire non, en fait? Vous n'êtes la voix que de l'ancien président. Et là, le risque, c'est qu'on ait une volonté de renversement, notamment via l'article 11. Vous répondez brièvement, c'est la fin de ce face-à-face. Dernier point, mais j'avais écrit un article en 2020 là-dessus. Le risque également, c'est que le Conseil se taise. Car on voit historiquement que quand le Conseil souffre d'un manque de légitimité, souvent, il s'efface. D'un mot, vraiment. D'un mot, le Conseil constitutionnel, c'est 9 sages. Il n'y a pas de décision du président. Il y a une voix prépondérante en cas d'égalité. Sur 9, d'ailleurs, je n'ai jamais compris comment il pouvait y avoir une égalité. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas voté. Mais comme on ne connaît pas les délibérés non plus, et que... Voilà, Richard Ferrand, s'il est nommé, sa nomination est validée, sera entouré. C'est ce que vous évidemment, nous dites. Il sera entouré. En tous les cas, c'est sûr que cette nomination va la suivre
suivre de très près. 19 février sur LCP. Merci messieurs et pardon pour ce temps un peu raccourci. Merci pour votre esprit de synthèse. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée documentaire avec Jean-Pierre Gracien. À demain.